Ma côté, c'est à côté de Alimel. Et j'ai quitté la France, l'Algérie dans les années 80. Et ça fait 37 ans que je suis en France. Je suis intégrée dans la société française. Et j'ai des parents qui sont pratiquants et musulmans. Et dans ma famille, on a vécu des événements très dramatiques, les années 90. Ma famille a été égorgée, des militaires, gardiens de la paix, des tortures et des viols. Et moi, ce que je ne comprends pas, parce que moi, je suis musulmane et je suis tolérante à toutes les religions. Voilà. Et je suis sortie en étant, quand j'étais jeune, avec deux maghrébins. Et j'ai pas ressenti Je vais vous demander de faire cette compréhension de, comment dire, de ressentir en tant que musulman et vivre dans un pays laïque. Moi, je suis musulmane, je suis tolérante, je pratique le ramadan, mais j'ai vécu avec un Français et j'ai deux enfants français. Et il y a un moment, mes parents, quand j'ai présenté mon ex-mari, ils étaient un peu brusqués de la chose. Ils m'ont dit c'est un coffre. S'il vous plaît, madame, je vous voilà. demande de faire ça. Moi, je veux savoir une question que vous me posez en tant que musulman et pratiquant. Comment on peut pratiquer la religion musulmane en étant dans un pays laïque? Et la deuxième question, je pense que les musulmans, hommes, ils sont frustrés par tout ce qui est la modèle de la femme. Ils sont frustrés par rapport au sexe, à l'image. Et dans le Coran, c'est dit qu'on ne peut adorer que Dieu, pas la musique, tout. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'est un peu complexe. En tant que musulman et tolérante, c'est très complexe. Essayez d'y répondre, Kamel, rapidement aux deux. Chacun fait ses choix dans sa vie. Je ne suis pas théologien pour répondre à comment on peut pratiquer ceci ou cela. J'essaie d'être quelqu'un qui réfléchit sur une culture, sur les empreintes d'une culture, sur mon propre malaise. Je ne réfléchis pas uniquement sur une communauté. Je revendique le centre du monde et la possibilité de réfléchir sur l'humain, en règle générale. Et maintenant, comment résoudre ces contradictions-là? Je ne suis pas théologien pour faire des choix de foi à la place de chacun. Je ne peux pas donner des indications. Et je refuse même de répondre à la question du pratiquant ou du musulman quand il s'agit de ma personne, parce que je me bats pour qu'on n'ait pas à poser cette question et qu'on n'ait pas à y répondre. La question sera beaucoup plus rapide. On a bien compris votre position, que je partage moi-même, par rapport à cette frustration de la sexualité chez les musulmans et dans le monde musulman de manière générale. Quelle est votre position par rapport au régime algérien, sachant que, malgré les menaces, je sais que vous en avez eu beaucoup, vous continuez d'y être très régulièrement, et que bientôt, un président de la République octogénaire va remplir pour un 5e mandat. Comment vous vous situez entre la tenaille du régime et le marteau islamiste? Donc ça, c'est supposé être une question très courte et... Écoutez, ça, le régime algérien, c'est un polar, c'est un roman policier qui dure depuis 50 ans. On sait qui a tué, on sait qui est mort, et on continue à le lire. Et ça ne s'arrête jamais. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui est mort dans cette affaire? Est-ce que c'est ce président qui est mort, ou est-ce que ce sont nous qui sommes déjà morts, etc. On peut en discuter pendant des heures. Mais l'Algérie, je pense, Borges disait que la religion, il disait que je crois peut-être que la religion est une branche de la littérature fantastique. Moi, je crois que l'Algérie est une branche du polar. Je crois qu'on se souviendra de cette réponse. J'écoute, monsieur. Oui, j'approuve tout ce que vous avez dit sur l'islamisme, mais je me pose une question, en tant que Français et Européen. À l'ouest comme à l'est, il y a actuellement une vague d'islamophobie galopante et qui va jusqu'à dire que bon, tout ce qui est musulman doit quitter l'Europe. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter que ce que vous dites ne serve à des fascistes de ce genre-là? Très bonne question. Parce que c'est une question que je me pose à moi-même depuis quelques années. Alors, l'équation est très simple. Je vais la traduire en langage ancien. Est-ce qu'il s'agit de dénoncer le goulag, quitte à faire le jeu de l'impérialisme à l'époque, ou est-ce qu'il s'agit de ne pas dénoncer le goulag pour soutenir le communisme? Et là, c'est une position éthique. Est-ce que je dois me taire, ne pas dénoncer les dérives dans ma propre géographie pour que ma parole,
la circulation rapide par les réseaux ne servent pas à des récupérations, ou est-ce que je dois parler quitte à ce que ça soit récupéré? J'ai pesé le pour et le contre pendant quelques temps. Alors je suis sorti avec cette conclusion. Il n'y a pas de bonne solution. Je me suis dit, je suis responsable de ma parole, pas de l'interprétation qu'on en fait. La deuxième des choses, à peser entre un radical chez vous, d'extrême droite qui récupère mon discours, et le fait que je me taise sur ce que subit ma soeur ou ma fille dans mon pays, je préfère dénoncer ce que subit ma fille et ce qu'elle va subir parce qu'elle n'a que 9 ans, que de prendre en considération ce qu'on peut faire de ma parole par l'extrême droite. L'islamophobie, elle existe. Mais moi, je suis partisan d'une chose. Vous savez, il y a un mythe magnifique. C'est Héraclès, je pense, qui combat un monstre hanté. Il le tue, le monstre tombe, dès qu'il touche le sol, il revit. Il le tue, il tombe, touche le sol, il revit. À un moment, il a compris que pour le tuer, il fallait le porter sur son dos. L'extrême droite, l'islamophobie, vous ne pouvez pas démanteler ce courant-là lorsqu'on assume ce qu'elle dit. Parce que parfois le diagnostic est juste, mais l'usage qu'on en fait est faux. L'islamophobie existe, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de le mot islamophobie? Il y a le mot phobie. Les gens ont peur. Certains sont de mauvaise foi, mais beaucoup de gens ont peur, ne comprennent pas, se sont fait tuer, se sont fait agresser. D'accord? Donc il faut peut-être guérir d'abord cette peur par le partage, par l'explication, par le don de soi, par l'exemple de sa propre personne, et comme ça on isolera les gens de mauvaise foi, parce qu'ils sont 5 et ils manipulent peut-être 100. Et puis je suis quelqu'un qui croit que le salut ne peut être que solidaire. Dans le papier sur les événements de Colombes qu'on m'a beaucoup reproché, j'ai écrit cette phrase que je rebondis. J'ai dit que lorsqu'on ferme les portes, on est obligé de tirer par les fenêtres. Donc que chacun fasse son choix dans la vie immédiate. Si on pense que jeter tout le monde à la mer peut donner une Europe belle, verdoyante et riche, équitable et morale et éthique pour tout le monde, oui, on sait très bien que ce n'est pas possible. Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas lutter contre l'islamisme sans les musulmans. Le salut est solidaire. Et c'est trop tard pour remonter vers le temps ancien. Il y a un islam qui fait partie de vos pays. Et il est une sorte d'espoir. Si cet islam réussit à conjuguer modernité, à accepter le contrat du vivre ensemble, il nous servira à nous, au Sud, pour nous en sortir. Mais si ça crache chez vous, nous allons payer aussi les catastrophes. Je dis une phrase souvent aux Occidentaux. Je leur dis que vos compromissions sont nos catastrophes et vos solutions sont nos solutions aussi. Sur ce côté-là de la scène, ni sur ce côté-là du public, on est tous là pour entendre ce genre de choses. Alain Bailly-Kleber, ça fait rudement du bien. Kamel, merci beaucoup. Le peintre dévorant la femme, suivez Kamel Daoud dans ses péripéties, son premier tour, son deuxième tour, son troisième tour au musée Picasso à Paris. C'est un bouquin, je vous le dis, fantastique. Merci à vous d'avoir été là.